bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale économie congolaise, notre dossier du jour sera consacré au processus de diversification de l'économie. Au sommaire également, le Tchad appelle à une solidarité internationale pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Un appel qui intervient une semaine après la fermeture de sa frontière avec la Libye. Et puis en République démocratique du Congo, l'accord politique ne fait pas l'unanimité. Certains partis politiques réclament la tenue d'un autre dialogue. Avec nous sur ce plateau pour en parler, deux invités, Monsieur Willy Elfej Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant marketing. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et très bonne année Africa 24 et ceux qui nous regardent. Merci infiniment. Avec nous également sur ce plateau, Monsieur Sewa Wilson. Bonsoir. Bonsoir Yassila. Vous êtes juriste d'entreprise et marché financier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Le plaisir est mien. Et sans oublier notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir Graziella et bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le Tchad a récemment déclaré ses régions frontalières avec la Libye zone d'opération militaire pour pallier à toute éventualité de menaces terroristes de Daesh sur son territoire. Les autorités font d'ailleurs appel à une solidarité internationale pour sécuriser la région. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant au Tchad, Mahama Ramadan. Une semaine après la fermeture de sa frontière avec la Libye, le Tchad a appelé à une solidarité internationale pour pacifier la région désertique qu'il partage avec la Libye. Affaibli par ses interventions militaires hors de son territoire, le Tchad entend mobiliser la communauté internationale pour sécuriser cette région en proie au trafic de tout genre. Selon les autorités, la criminalité, le trafic de drogue et d'êtres humains dans cette partie d'Afrique exigent une réponse internationale. Le Tchad, qui a déployé des forces sur les théâtres des opérations, notamment au Niger, au Cameroun et même au Nigeria, a supporté pendant longtemps, tout seul, la charge de ces hommes sur le terrain. L'apport de l'Union africaine est toujours attendu et malheureusement, il n'a pas répondu aux attentes. Et l'Union africaine elle-même, effectivement, n'a pas les moyens. Elle doit faire appel également aux partenaires de l'Afrique pour justement soutenir ce combat. Il y a également l'apport des Nations Unies, mais c'est l'Union africaine qui est en fait l'interface entre nos pays et les différents partenaires bilatéraux ou multilatéraux pour soutenir les efforts de nos États dans la lutte contre le terrorisme. Si la sécurité à la frontière avec la Libye inquiète les autorités tchadiennes, la société civile et l'opposition, quant à elle, craignent de nouvelles dépenses supplémentaires pour la sécurisation des régions frontalières. Le pays n'est pas en état de supporter de nouvelles opérations militaires, disent-elles. Avec les interventions des forces militaires tchadiennes au Mali, au Nigeria, au Cameroun, au Niger, on a vu que ça plombait certainement les finances. Et donc, il y a eu conjonction de deux crises. La crise due à la baisse des recettes de pétrole et également à l'engagement militaire du Tchad au-delà de ses frontières a fait que la situation sociale est passée, je dirais, du jaune au rouge, à certains indicateurs même au noir. Et ça, c'était quand même de niveau assez difficile à comprendre. Rappelons que le Tchad a décidé de la fermeture de ses frontières le 6 janvier 2017 pour des raisons de sécurité contre les terroristes de Daesh venant de la Libye et qui convergent vers le désert tchadien. Le gouvernement entend ainsi parer à toute éventualité susceptible de menacer la paix à l'intérieur du pays. Djemal, peut-être déjà faire un point sur la lutte contre le terrorisme dans la région Sahel. Où en sont les opérations et quel bilan à ce jour? Il est très difficile au point où nous en sommes de faire un bilan. On peut faire malheureusement une lecture partielle d'une situation. Le Tchad, pour parler de ce pays parce que c'est le sujet qui nous intéresse, est un pays qui a une belle armée, une belle organisation, qui a fait des efforts militaires même au-delà de ce qui le concerne, jusqu'au Mali. Il a fourni un effort seul, c'est ce que disait le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et il a raison. Et il l'a fait avec le soutien de personne.
Le problème, c'est que vous arrivez vite à vos limites. Vous arrivez à vos limites parce que de toute façon, même si les efforts, le prix des hydrocarbures n'avait pas baissé, le Tchad n'aurait pas pu continuer comme ça longtemps. La deuxième chose, c'est qu'il joue le rôle naturel du Nigeria. C'est-à-dire que le poids qui revient au Tchad devait être celui du Nigeria. C'est le seul pays qui a une puissance économique importante, et pas seulement basée sur le pétrole, mais aussi sur la consommation. C'est le seul pays qui a une armée importante, numériquement, mais aussi du point de vue de l'équipement. Donc ce rôle-là de gendarme dans la guerre contre le terrorisme devait être celui du Nigeria. Et cela d'autant que Boko Haram est d'abord une affaire nigériane. Et donc ce rôle, le président tchadien le fait. Enfin, il le fait avec un poids qui n'est pas le sien, il le fait avec les éléments qui ne sont pas les siens. Quand on fait un bilan maintenant, il faut s'allier de ce point de vue-là l'effort du Cameroun. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Le président Biya a, sans parader, sans donner des leçons à qui que ce soit, sans montrer qu'il est le gendarme de la région, fait un travail plutôt respectable, qui continue, qui est encore très difficile, dans la lutte contre Boko Haram. Mais enfin, soyons sérieux, ni le Nigeria, qui est le pays le plus important, ni le Tchad, ni le Cameroun, ni aucun autre pays du continent n'est capable de venir à bout de ce fléau seul. S'il n'y a pas une coopération multilatérale, s'il n'y a pas mise au point une force commune, je n'en sais rien, je n'y crois pas beaucoup personnellement, mais en tout cas une coopération et des efforts financiers communs plus importants, on n'y arrivera jamais. Justement, la création d'un fonds commun pour lutter contre le terrorisme a souvent été évoquée. Comment expliquer finalement que les États ne tiennent pas leurs promesses, Monsieur Mabiatoussa? Écoutez, déjà, je vais d'abord rebondir sur ce que Taleb vient de dire, à savoir déjà le rôle prépondérant joué par Idriss Déby au niveau de la sous-région. Et alors, le manque, je dirais, d'engouement vis-à-vis de ce fonds, pour moi, il trouve son origine aussi dans plusieurs raisons. Déjà, regardez la constitution des armées africaines aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire face au terrorisme. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre elles, elles ont été constituées à l'origine pour défendre des régimes plutôt que des frontières. Et donc, je pense qu'il y a aussi une question de sensibilisation, c'est que on a du mal peut-être à prendre conscience que les guerres aujourd'hui deviennent asymétriques et qu'il y a nécessité de s'organiser pour pouvoir faire face à certains dangers. Le gouvernement tchadien, en tout cas, a lancé un appel à la solidarité internationale. Qu'est-ce qui manque, en fait? Quels sont les défis? Quels sont les éléments dont le Tchad, éventuellement, a besoin actuellement pour faire face à cette menace terroriste, Monsieur Wilson? Déjà une grosse logistique militaire, parce qu'on voit avec d'un côté il y a Boko Haram, et de l'autre côté aussi le problème de la frontière libyenne. Donc ces frontières, il faut les tenir, il faut du nombre, il faut des militaires déjà sur place, mais il faut aussi des moyens militaires, donc d'où la question de la logistique militaire. Aujourd'hui, le Tchad, malgré tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'aujourd'hui, avec la crise économique justement qu'ils sont en train de vivre depuis un certain temps, ils n'ont plus les moyens financiers pour pouvoir mettre de l'argent dans les opérations militaires déjà sur la frontière libyenne, mais aussi face à Boko Haram, mais ils n'ont pas aussi la logistique qu'il faut justement pour contrer le terrorisme. Et je pense qu'Idriss Déby a tout à fait raison de faire appel à la communauté internationale, à l'Union africaine et à d'autres partenaires militaires pour justement, déjà sur ce point logistique-là, venir combler le déficit qu'ils ont. Très rapidement, Djemal, on a l'impression tout de même que l'Union africaine ne prend pas véritablement sa part de responsabilité dans ce combat. C'est très compliqué de demander ça à l'Union africaine. J'ai entendu, monsieur, votre intervention, et vous avez sans doute raison. Le problème, c'est qu'elle n'est pas outillée pour ça, elle n'a pas les moyens de faire ça. L'Union africaine a du mal à payer les salaires, elle a du mal à avoir une capacité autonome d'intervention uniquement pour le maintien de la paix. Et donc, quand vous demandez à une institution qui n'est pas préparée pour ça, c'est d'ailleurs l'objectif, tout l'objet de la réforme qui est actuellement en cours. L'Union africaine doit se réformer, doit s'adapter aux besoins de la situation. Donc elle n'est pas équipée pour ça, elle n'est pas préparée pour ça. Je veux dire, elle n'est même pas née pour ça au départ. Non, la solution, il faut la trouver. Pardon, il faut la doter de tout cela. Il faut que les États lui donnent les moyens demain dans la réforme qui va être faite pour cela. Enfin, c'est d'abord les efforts des États. Et si les États ne coordonnent pas pour le mettre en place, personne ne le fera à leur place. Merci, Djemal. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, alors que les arrangements particuliers sur la mise en application de l'accord fait encore l'objet de discussions entre les signataires. Certains partis politiques réclament déjà un autre dialogue. En tête de liste, le Front pour la libération nationale du Congo. C'est un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa.
Un autre dialogue politique en RDC, c'est ce que réclament certains partis politiques congolais, dont le Front de Libération Nationale du Congo, alors que les signataires de l'accord du 31 décembre poursuivent les discussions pour les arrangements particuliers visant à définir les modalités de la mise en application de cet accord. Ces partis de l'opposition, jadis mouvement rebelle, soutiennent que les deux assises récemment organisées n'ont pas de légitimité. Pour les FLNC, la RDC doit, pour ce genre de pourparlers, revenir au format de la conférence nationale souveraine. Pour nous, les FLNC, il nous faut un autre dialogue. Il est nécessaire de s'asseoir ensemble en famille pour que nous trouvions une solution. C'est ainsi qu'il y aura ce que nous allons appeler dialogue inclusif. Dirigé par l'ex-général d'armée Eli Kapende, le Front national pour la libération du Congo a combattu le régime du maréchal Mobutu vers les années 1977 avant de se réfugier en Angola. C'est vers les années 2000 qu'il a été démobilisé avant de regagner la RDC avec plus de 10 000 ex-combattants cantonnés à la cité Julie Park à Kinshasa. Ces partis estiment que l'accord du 31 décembre n'a pas résolu la crise que traverse la RDC. Pourquoi nous voudrions nous limiter aux deux dialogues? Commençons à Sun City. Sun City, on nous a amené des belligérants, les MLC, les RCD corollaires. Et la suite, on a eu 1+4, ça a résolu quoi dans ces pays? La RDC est une habituée des pourparlers politiques, de la table ronde de Bruxelles organisée avant l'accession du pays à l'indépendance en 1959, en passant par la conférence nationale souveraine entre 1990 et 1992, le dialogue des Sun City, celui de la Cité de l'Union africaine à celui des évêques catholiques. Le pays est dans son 29e pourparler du genre. Djemal, on pensait la crise résolue avec la signature de cet accord, mais ce n'est visiblement pas le cas. Non, elle n'est pas résolue, mais enfin, ça c'est de mon point de vue anecdotique. Je pense que l'essentiel des belligérants ont signé un accord. Il reste encore des points sur lesquels on n'est pas entendu, notamment, je crois que c'est assez avancé, le choix du Premier ministre. Le Premier ministre Badibanga n'a visiblement pas tellement envie de démissionner, mais il va falloir qu'il le fasse parce que l'accord politique a une portée telle qu'il n'a pas tellement le choix. Finalement, on est assez injuste avec les Congolais. On les a pensés pas très matures, ils nous ont sorti une situation nouvelle. On les a pensés pas capables de s'entendre, ils se sont entendus. On les a pensés prêts à faire la guerre civile, finalement, ils sont en train de régler la situation différemment. Non, il y a encore évidemment des choses à régler. Les Tshisekedi, visiblement, ne veulent rien lâcher, ils veulent tout pour eux. Bon, enfin, pourquoi pas? Si cela permet de sortir de la crise, c'est une bonne chose. Enfin, moi, je ne peux pas oublier, c'est le pays de Lumumba. Et le pays de Lumumba est un pays qu'on doit respecter. Et je n'ai aucun doute, finalement, que le choix, parce qu'on s'est tous évertués ici à taper sur Kabila, moi le premier, il a tendu la main tout le temps. Il a tendu la main aux premiers qui sont venus signer, bravo à eux. Il a tendu la main aux deuxièmes qui sont venus signer, tant mieux pour eux, encore une fois. On a une année, j'espère que l'accord va être mis en place, mais je pense que ça va être une question de quelque temps. Vous savez, la vie politique congolaise est un tumulte tel que finalement, un mois, ce n'est pas tellement énorme. Alors, pour l'instant, le mode de désignation du Premier ministre fait débat. La majorité souhaite que les noms de plusieurs candidats lui soient soumis afin que le président Kabila fasse son choix. Mais le Rassemblement voudrait présenter un seul candidat, Monsieur Wilson. Quelle est l'option la plus conforme finalement à cet accord, selon vous? L'option la plus conforme, c'est-à-dire dans le choix d'un nouveau Premier ministre. Après le choix d'un Premier ministre, il est naturellement fait. Je crois que ce sera Tshisekedi qui sera, je pense, très clairement choisi par en tout cas, le gouvernement souhaiterait avoir plusieurs propositions, mais le Rassemblement veut n'en soumettre qu'une seule. Oui, non, déjà pour apaiser Félix Tshisekedi, parce que c'est une figure quand même de l'opposition, histoire de calmer un peu les esprits et les jeux. Mais au-delà de toutes ces tractations politico-politiques, il y a une vraie question en fait à poser aux acteurs politiques congolais. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Le mandat de Kabila étant arrivé bien justement à la fin, est-ce qu'ils veulent vraiment engager de réelles discussions, des vraies discussions, et non pas des discussions à répétition pour mener un gouvernement de transition
des politiques de transition qui vont déboucher sur des réelles élections démocratiques. C'est beaucoup plus aux acteurs politiques de l'opposition congolaise qu'il faut poser la question, parce que de dialogue en dialogue, on risque... Alors pour l'instant, les tractations se poursuivent, mais est-ce que finalement cette situation ne sert pas le pouvoir? Parce que alors que l'opposition est en train de multiplier les tractations, on a vu que le gouvernement vient de lancer son conseil électoral et se prépare déjà pour les élections à venir, Monsieur Mebatoussa. Forcément, ça laisse un certain délai, un certain répit au gouvernement. Mais j'ai quand même envie de revenir sur la situation de cette partie de l'opposition qui demande un énième dialogue. J'ai une pensée pour les populations congolaises qui subissent, on le sait depuis des années, les conséquences de toutes ces querelles politiciennes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter de tourner en rond. Et on a un accord qui a été entériné récemment. Ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas le plus mauvais. Et je pense qu'il faut peut-être aller au bout de la logique et essayer de voir. Il dit que M. Kabila ne sera plus président à la fin de l'année. Allons jusqu'au bout et à partir de là, on verra ce qui se passe en conséquence. Merci. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.